Bonsoir Alexandre Bonsoir Richard. et bienvenue à cette autre édition de Point de bascule. Cette fois-ci, c'est l'édition du mercredi 18 avril 2018. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a du jus. Oui, alors content de retrouver l'émission après 2 petites semaines d'absence. Oui. Tout s'est bien passé avec M. Pomerleau. Très, très bien. D'autres sondages, Richard. Oui. La population québécoise qui, plus que jamais, en aura le bol des libéraux. Le niveau d'insatisfaction envers le Parti libéral atteint des sommets, particulièrement évidemment chez les francophones. Et on voit qu'il y a une espèce de tentative du Parti libéral de jouer un peu dur sur la question de l'immigration. On a vu ça en particulier aujourd'hui avec M. Couillard qui a sorti les crocs. Oui, un peu. Face à Ottawa. Ouais. Puisqu'on a appris aussi qu'à la même date que l'année dernière, nous avions reçu cette année 3 fois plus de réfugiés illégaux au Québec. Donc, il y a une accélération de la crise des réfugiés. D'ailleurs, cette affaire-là soulève de sérieuses questions de statistiques. Tout à fait. OK? Tout à fait. Et c'est assez incroyable de voir qu'à l'heure actuelle, il n'y a même plus moyen de savoir exactement le nombre. Et puis on dirait qu'il y a un flou qui n'est pas rien qu'artistique là, qui est entretenu là-dessus. Et de façon à nous empêcher de voir le portrait réel de la situation, parce qu'on nous avait promis un seuil de nouvelles entrées d'environ 55 000 immigrants pour cette année. Oui. Et avec les réfugiés, on se retrouve, il y a des chiffres qui sortent, là, qu'on parle de pas loin de 100 000. Là. Oui, c'est-à-dire que je suis tombé sur un article du Devoir qui mentionnait le problème des réfugiés et l'article en question mentionnait les chiffres de l'ONU. Ouais. Et l'ONU affirme qu'il y a eu 50 000 réfugiés acceptés au Canada, dont 90% ont été accueillis au Québec. Ah ben, tu te rends compte? Donc, ça veut dire environ 45 000 entrées supplémentaires, plus l'immigration légale. Voilà. Et chez les réfugiés... Donc, on parlerait donc d'un chiffre réel d'environ 100 000. 100 000 entrées supplémentaires. Donc, c'est vraiment une noyade migratoire, on peut le dire. Il n'y a pas juste ça, il y a la question des budgets pour financer tout ça. Oui, voilà. En plus, il y a une explosion des coûts. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'argument de Couillard, d'ailleurs, pour réclamer de l'argent à Ottawa, c'est de dire que les capacités d'accueil sont remplies à l'ordre d'environ 85 %, et on s'attend à ce que 2018 soit finalement une année où on reçoive encore plus de clandestins illégaux. Parce que je rappelle qu'il y a 2 statistiques. Là-dedans, il y a les réfugiés qui font des demandes sans entrer illégalement sur le territoire. Il y a les réfugiés qui entrent illégalement sur le territoire. Donc, même chez les réfugiés, il y a comme 2 statistiques. Et évidemment, les entrées illégales vont se multiplier parce que le Canada a envoyé des signaux très clairs à l'endroit des gens qui vont perdre leur permis de séjour aux États-Unis. Tout ça pour dire qu'ils sont en train, littéralement, de noyer le poisson. Et puis le poisson, c'est nous. Oui, exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que les partis politiques de l'opposition vont devoir faire un travail de contestation assez dur sur le régime libéral, sur le Parti libéral en place, parce que, parce que ça va être payant sur le plan électoral, et de 2, parce qu'il en va un peu de la possibilité de la réélection de forces minimalement nationalistes au Québec. OK. Justement, là, on est parti vite, on a embrayé vite sur le sujet de l'immigration, parce que c'était trop gros pour passer à côté. Mais notre introduction portait sur les chiffres des sondages. Oui, tout à fait. Alors, parlons un petit peu de ces chiffres-là, Alexandre. Oui. On apprend que les libéraux, là, sont vraiment au plancher chez les francophones. Complètement. Alors, ils ont perdu le soutien des francophones. Oui, complètement. Ils ont réussi à se maintenir. Ils réussissent à se maintenir uniquement avec les anglophones et, en fait, essentiellement Montréal et Laval. Exact. Okay. Et le regain de la CAQ, d'ailleurs, la CAQ a perdu quelques points, les pertes de quelques points de la CAQ et la légère remontée des libéraux s'expliquent notamment par le vote allo-anglophone. C'est finalement le vote allo-anglophone qui pensait peut-être voter pour la CAQ qui est retourné dans le giron libéral. Et à travers ces chiffres-là, des données particulières sur le comté de Rosemont.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on apprend que Marie-Salle, ça n'a pas fait grand effet. Exact. OK? Et cependant, on voit qu'il se produit un sérieux renversement dans les appuis à la CAQ, au Parti libéral. Tout à fait. Le PQ semble pas bouger plus qu'il faut. Mais la CAQ est maintenant occupe maintenant la deuxième place. Oui, là, on parle de Rosemont. Rosemont occupe la deuxième place. Et le Parti libéral, lui, est passé en 4e position. Derrière Québec solidaire. qui est demeuré à 19 je pense. 19 Autrement dit, effet Marie-Salle, 0. OK? Bon, là-dessus, c'est plutôt bon signe. Oui. Mais ce qui est important de souligner, c'est l'importance de la perte des libéraux. Oui. Dans un comté où ils détenaient quand même pas loin de 27 ou 28 du vote. Exact. C'est gros, là, comme chute. Oui, il y a un effondrement clair du vote libéral chez les francophones. Je pense que ça s'explique comme ça dans Rosemont. Par la suite, aussi, c'est à Québec, je pense, de manière plus générale, que va se jouer la prochaine élection. Parce que si le Parti libéral réussit à former un gouvernement majoritaire, c'est parce que la Ville de Québec, globalement, a voté pour eux, pour les libéraux. Alors que cette élection-ci, je ne suis pas du tout sûr que ça va se reproduire. Non, ça n'a pas l'air parti pour ça. La région de Québec, la Beauce, semble passer globalement du côté de la coalition Avenir Québec. Alors, peu importe ce qu'on pense de la coalition Avenir Québec et d'ailleurs du nouveau candidat vedette, M. Chassin de la coalition Avenir Québec, qui vient de l'Institut économique de Montréal. Oui, subventionné en grande partie par la famille Desmarais, il faut le dire. Oui. Donc, des gens... Seulement passé à côté de ça. Oui. Donc, des gens très proches du Parti libéral du Canada. Et c'est là qu'on voit que la CAQ, dès le départ, a été soutenue. En fait, la CAQ n'existerait pas si ce n'avait pas été de ce fameux projet des Lucides qui avait été lancé par la presse. Le Manifeste des Lucides. Manifeste des Lucides. Il y a quelques années, 10 ans à peu près? C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née la CAQ. Oui. Et évidemment, on sait que ce parti-là a été porté sur les fonds baptismaux par Lucien Bouchard. Bon. Lobbyiste pour certains intérêts économiques. Voilà. Enfin, devenu lobbyiste. OK. Mais d'ailleurs... Mais Lucien Bouchard, qui était très, très proche des Desmarais. Oui, exact. Et, d'ailleurs... De longue date, d'ailleurs. Tu es un de ceux qui a, d'ailleurs, assez rapidement sonné la clochette d'alarme, si je puis dire, dans la mesure où tu as écrit un livre, Richard, sur Charles Sirois. Ah, ben oui. L'homme derrière la coalition Avenir Québec. L'homme derrière François Legault. C'est ça. Et puis, c'était clair pour moi, là, et puis surtout en faisant les découvertes que j'ai faites à l'écriture de ce livre, quelle était l'origine de ce parti-là, quel but il visait et de quelle façon, finalement, il se trouvait à soutenir les positions fédéralistes. Oui, et de garantir que on couperait l'herbe sous le pied du Parti québécois. Oui. Parce que c'était le but. En amenant le vote francophone vers un tiers parti. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, je fais un petit aparté, Richard, pour dire qu'il y a, je pense, 2 niveaux d'analyse politique parfois qu'on peut faire. C'est-à-dire l'analyse du discours, notamment en affirmant, par exemple, que quelles sont les positions politiques de la coalition Avenir Québec, par exemple sur l'immigration. Ils peuvent avoir l'air d'avoir des revendications nationalistes. Et ensuite, il y a un deuxième degré d'analyse, ce que tu as fait, en fait, qui est celui des réseaux. Ouais. On regarde qui connaît qui et qui est derrière, finalement, l'influence de certains partis politiques. Quels intérêts économiques et quels sont les milieux d'où proviennent les leaders politiques pour analyser qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, alors, l'analyse du discours va être une analyse, somme toute, quand même assez superficielle. Exact. Et si tu veux donner de la dimension à ton analyse, il faut là que tu ailles voir qui est qui fait quoi. Exactement.
et qui pousse quoi. Et c'est ce qui est le plus difficile, finalement, pour la population, en fait. Hein? C'est-à-dire que là, il y a réellement un travail de recherche à faire pour les citoyens. C'est ça. Il faut connaître les joueurs. Tout à fait. OK, il faut les observer depuis longtemps. Bon, c'est mon cas. Oui, bien sûr. OK. Et il faut savoir les débusquer aussi, c'est-à-dire qu'il faut s'enseigner. C'est beaucoup plus de travail que de simplement lire une plateforme électorale où là, on se dit, ça se tient, il y a des choses qui se tiennent. Hein. C'est un peu la même chose avec Québec solidaire. Quand on gratte un peu, on se rend compte que finalement, Françoise David... Tu sais, le Québec, comme m'a déjà dit l'ancien directeur général de la Chambre de commerce de la province de Québec, qui s'appelait Jean-Paul Letourneau. C'était un bonhomme bien sympathique, avec qui moi, qui m'a finalement fait découvrir le monde des organismes d'affaires dès les années 75. OK? Quand j'étais chez SO. Et Jean-Paul Letourneau m'avait dit, il dit, Richard, souviens-toi toujours que le Québec s'est tricoté serré. Mm-hmm. Et le fait est que c'est vrai. Oui. Alors, à partir du moment où tu essaies de voir comment que c'est tricoté, OK, maille à l'envers, maille à l'endroit, oui. OK. Quelle maille vont... Avec quelle, tu sais, OK, quelle plotte de laine. Oui. OK. Bien, tu arrives à voir tout ça se manigancer, s'organiser. À décoder un peu mieux la politique. Et puis tu vois les résultats que ça donne. Oui, tout à fait. OK. Alors, c'est... Dans le cas de la CAQ, là, je veux dire, c'est le cas le plus patent de fabrication qu'on n'ait jamais connu dans l'histoire d'un parti politique au Québec. Écoute, ce parti-là, il n'y a même jamais eu de congrès d'orientation qui vaille le... Non. Et d'ailleurs, ça va être un problème pour les élections qui viennent. Hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de militants. Puis il n'y a pas d'organisation. Non, il n'y a pas d'organisation de comté. Alors que, malgré tout, on peut penser ce qu'on veut du Parti libéral. Le Parti libéral a quand même un enracinement. Oui. Beaucoup moindre que le Parti québécois, mais quand même. Cette année, ça ne jouera pas autant contre la CAQ à cause du ras-le-bol. Oui, je comprends ce que tu dis. Il va y avoir un vote de contestation massif contre le Parti libéral, donc ça va favoriser la coalition Avenir Québec, malgré leur manque d'organisation. Alors là, la question, c'est de savoir si ça va véritablement les favoriser autant, parce que les libéraux, évidemment, leur adversaire, c'est plus le Parti québécois. Non, exact. C'est la CAQ. Alors, tu peux être certain qu'ils vont, fesser dans le tas sur la CAQ, ça va être épouvantable. OK? Puis plus ils vont voir qu'ils ont du retard face à la CAQ, plus ils vont fesser fort. Sur les fins, ça va être vraiment affreux. Mais ils ont déjà commencé en accusant Legault de nationalisme ethnique. On n'a rien vu. Non, je suis d'accord. Ça va être le début. Ça va être la campagne probablement la plus sale de l'histoire du Québec. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir Philippe Couillard, qui nous a toujours dit, depuis plusieurs années maintenant, que soulever les questions identitaires, c'était rallumer les braises de l'intolérance. Soudainement, il se met à dire que les capacités d'accueil du Québec sont saturées, demander plus d'argent à Ottawa. Comme s'il validait, a posteriori, les questionnements d'à peu près toute la population québécoise sur l'accueil des migrants illégaux. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une mauvaise foi politique chez cet homme, qui instrumentalise à des fins politiciennes, je ne dis même pas politiques, politiciennes, les enjeux d'immigration, d'identité et l'enjeu des réfugiés qui proviennent des États-Unis. Écoute, il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que cette situation de l'immigration et surtout des réfugiés est pénible. Oui, bien sûr. Okay? C'est des cas, dans certains cas, là, qui méritent véritablement une certaine compassion. Oui. Okay? Mais cela dit, là, il faut comprendre que charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, et on a été en période d'austérité pendant 4 ans. D'une part, on a été en période d'austérité. Ensuite, il faut comprendre que déjà, l'immigration au Québec coûte... Oui, une fortune. 4 milliards par année. Oui. 4 milliards par année... En fait, c'est une perte parce que c'est le coût net. Exact. OK? Et donc, même quand on a comptabilisé toutes les contributions que ces gens-là vont faire à l'économie, d'abord, il faut réaliser que souvent, ils ne vont pas les faire avant 15 ans, d'une part. Donc, il va falloir les financer pendant 15 ans. Mm-hmm. Financer
le bien-être social et tout, les soins de santé, etc. Oui, oui. OK? Puis, en plus, ce qui est vraiment... et puis ça avait été souligné, tu te souviendras, on en a déjà discuté, dans une étude de l'Institut Fraser. Tout à fait. Qui on a déjà mentionné démontrait très clairement que, finalement, l'immigration nuisait le plus aux immigrants de la vague précédente. Oui, tout à fait. Des vagues précédentes. Tout à fait. Donc, les immigrants des années 80 ou 90, exactement. etc. Oui, oui, tout à fait. Et avec les chiffres qui nous tombent dessus, les nombres qui nous sont en train de nous tomber dessus. Oui, et là, encore on ne parlera plus de 20 milliards, 4 milliards bientôt, on va en parler de 6 puis 7. Ah ben oui, même plus que ça, parce que je rappelle que ces chiffres-là ne prenaient pas en compte l'arrivée massive de réfugiés illégaux. Ben non, bien sûr que non. On parlait simplement des seuils d'immigration légale acceptés. Ouais. On ne parlait pas de l'immigration illégale, là, bien qu'il y a des juristes qui nous disent qu'il n'y a pas d'immigration illégale parce qu'ils essaient de créer un novlangue en nous empêchant de nommer le réel. Mais la réalité, c'est ça, c'est que les gens qui traversent la frontière sans avoir de visa, sans avoir été acceptés par les ministères d'immigration, commettent un délit. Donc, c'est de l'immigration illégale. À 55 000, on a un déficit d'à peu près 5 milliards. Oui. Alors, 45 000... Un coût de l'immigration. Oui, un coût. Un coût de 5 milliards. 4 à 5 milliards. Alors, bon... Mais le double. Le double. Le double. C'est le double. C'est presque 10 milliards. Oui, non, c'est ahurissant. C'est ahurissant, surtout quand on sait quand même que les services à la population ont quand même été assez réduits durant les dernières années par le Parti libéral, encore une fois, dans des objectifs électoralistes. Hein. On coupe les budgets, et puis soudainement, la 4e année, juste avant de déclencher des élections, on se dit « Ah, mais mon Dieu, mais on a fait des économies, on se met à donner des cadeaux électoraux à certains segments de la population qu'on a visés pour récolter les prochaines élections. » Il y a quelque chose d'extrêmement cynique chez Philippe Couillard à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus grave qu'on tente d'empêcher le débat. Sais-tu ce qui est effrayant quand on le regarde aller? C'est que non seulement il est cynique, mais il est froidement cynique. Oui. Il fait peur. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu, selon moi, ce qui joue contre lui. Hein. C'est-à-dire que Jean Charest n'avait pas, je pense pas, une intégrité personnelle beaucoup plus grande que Philippe Couillard, mais c'était quelqu'un d'autrement plus politique, qui avait un sens politique beaucoup plus élevé que Philippe Couillard, qui est un espèce de monstre froid. Ben c'est ça. En fait, Charest, il y avait au moins un minimum d'empathie. Oui. Il connaissait son peuple. Puis il connaissait son monde, OK? Hein? Mais Couillard, zéro. Exact. OK? C'est vraiment le chirurgien froid, là. Oui, exactement. Le neurochirurgien, il ouvre des crânes et il donne des conférences sur les décapitations en Arabie Saoudite. Voilà. Bon, on a appris d'autres choses également dans le domaine de l'immigration, Richard, c'est que les communautés francophones, enfin les Canadiens français hors Québec, sont en voie de disparaître. Perdition pratiquement totale. Ouais. Et Mélanie Joly a fait des grandes annonces en disant on va augmenter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec dans le Canada pour favoriser finalement la francophonie canadienne. Évidemment, c'est des belles paroles, hein, c'est des beaux mots, mais quand on étudie un peu ce qui se passe au Canada, dans le reste du Canada pour les francophones hors Québec, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à la 2e génération, 75% des francophones sont assimilés à la culture anglaise. Ça veut donc dire que faire venir des francophones, peu importe d'où, là, d'Afrique, des Caraïbes, au Canada anglais, chez les communautés canadiennes françaises hors Québec, cela ne fait que favoriser leur assimilation à la culture anglophone. Donc, il n'y a aucun effet réel pour les communautés francophones hors Québec. Non, d'autant plus que... Et tout ça, la poudre aux yeux, mets-toi à la place du francophone qui débarque à Saskatoon. Ah oui, exactement. Hein? Ou à Saint-Boniface, peu importe. Bon. Et puis, d'un seul coup, là, il découvre ce que c'est le Canada. Oui. Okay? Oui, parce que ça, il y a aussi un mensonge de la part du gouvernement fédéral. On affirme aux immigrants qu'ils vont immigrer dans un pays bilingue. Ouais. Alors, ils se rendent compte rapidement c'est pas vrai. Que Winnipeg, c'est pas très bilingue. Finalement, je veux dire, si le gouvernement fédéral décidait d'aller dans ce sens-là, dans le fond, il se trouverait à favoriser ultimement la présence d'un nombre accru par rapport à leur quota de francophones au Québec, parce qu'ils ne resteront pas à Saskatoon longtemps.
Exact. Ou bien ils vont rentrer chez eux, ou bien ils vont venir au Québec. Oui. Ou ils vont carrément apprendre l'anglais puis s'assimiler à la culture canadienne-anglaise. Ben, ça dépend d'où ils viennent. Ça dépend d'où ils viennent, mais enfin, c'est une possibilité parce que les forces d'assimilation à la culture anglaise sont quand même très fortes. Moi, je peux en parler, j'ai de la famille dans l'Ouest, au Manitoba. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient avec des collègues de travail qui sont parfois des unilingues anglophones. Et là, à la maison, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'ils parlent en anglais à leurs enfants. Pourquoi? Parce que le conjoint est anglophone. Donc, il y a un effet d'assimilation assez naturel et rapide qui se fait. Et évidemment, tout ça, parce qu'ils sont minoritaires, ils sont en position minoritaire. Donc, tous ces chiffres-là, quand vous entendez Mélanie Joly vous parler de l'immigration francophone qui va favoriser les communautés francophones hors Québec, tout ça, c'est de la poudre aux yeux quand on s'intéresse vraiment aux chiffres réels. Poudre aux yeux, c'est bien gentil pour... C'est très gentil. Oui. Sinon, il y a... Les Anglais appellent ça de la BS. Oui, mais on est plus... on est moins vulgaire à point de bascule. Oui. C'est vrai. Enfin bon, on peut s'échapper parfois. On peut s'échapper parfois, mais... Il y a également, Richard, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, il y a eu, là on revient dans la politique québécoise, il y a eu la victoire de Jean-Martin Hossan contre M. Maxime Laporte à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Donc c'est finalement le candidat des médias, si on pouvait dire, celui auquel on s'attendait. C'est certainement celui que le PQ voulait, hein? Ah, ça, c'est sûr. Hein? Alors... pas de grande nouvelle là-dessus. Non, il n'y a pas grand-chose. On verra s'il est capable de faire ses preuves. Bon, Hossan semble s'être bien débrouillé dans une entrevue avec... à Radio-Canada, à Radio-Canada, oui, hier, avec... Chassin. Non, Mme Dussault, là. Ah, oui. Oui, non, mais... Alors, justement, ils étaient, Chassin et lui, en... C'est ça. Concurrence. Ouais. Et bon... Deux économistes. Hossan a eu largement le dessus. Oui. Bon. Oui, d'ailleurs, Jean-Martin Hossan, en entrevue, il est très compétent dans son domaine. Non, c'est pas un imbécile. Non, et moi, j'ai toujours trouvé qu'il se débrouillait très bien à la télévision devant l'agressivité de Radio-Canada. Ouais. Sinon, on a appris autre chose quand même cette semaine, Richard, d'assez troublant. C'est le barreau du Québec. Ah oui, alors là, franchement... Moi, je serais intéressé à t'entendre là-dessus, car tu as une formation d'avocat. Ouais. Et tu connais quand même le milieu juridique au Québec. Oui, et puis je vais vous dire quelque chose. Demain, je vais écrire un article qui va s'intituler « J'ai honte ». J'ai honte d'avoir appartenu à cette profession pendant pas loin de 40 ans, 35 ans. 30. Bon. Et je n'en reviens pas de voir le barreau jouer le jeu de qui? Mais jouer le jeu des milieux anglais de Montréal, des cabinets, des grands cabinets anglais de Montréal, et le faire à leur place. Autrement dit, ils font faire la sale job par le barreau pour éviter de se salir eux-mêmes. Oui. Et là, il faut expliquer aux gens de quoi il s'agit. Là. Ben oui. Parce qu'on n'a pas expliqué de quoi il s'agit. Tu as montré ton indignation, mais oui, alors là, que les gens sont imaginez pas que le barreau conteste toutes les lois du Québec. C'est hallucinant. Rien que ça. Au prétexte que ces lois-là, depuis 1976, n'auraient pas été adoptées de façon dans les deux langues officielles. Elles auraient été adoptées en français et traduites ensuite en anglais. Oui. Ce qui aurait mené à une forme des problèmes d'interprétation. Des problèmes d'interprétation. C'est ça l'argumentaire. Moi, première chose qui me frappe, c'est un instant. Ce problème-là, il est là depuis 1976. Mais oui. C'est là où on se dit, attends, quel est ce délire? S'il y a problème. En supposant même qu'il y ait problème. Ouais. OK? Comment se fait-il, d'une part, que cette chose-là, depuis l'adoption de la loi 101, n'ait jamais été contestée devant les tribunaux, premièrement? Ouais. Alors que la loi 101 a été largement contestée devant les tribunaux. Oui, et les anglophones du Québec ont été très agressifs envers la loi 101. OK? Alors, ça, c'est la première question. Comment se fait-il que ça n'ait jamais été contesté devant les tribunaux? Et comment se fait-il que le barreau ait attendu, mais depuis 1976, ça fait 40 ans, pour soulever ce problème-là? Ce problème-là.
Et peut-être une autre question, quelle est l'intention politique? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient cette revendication? Alors, le barreau dit, c'est pas politique, c'est juridique. Ben oui, écoutez, ça va, on n'est pas des imbéciles. C'est ça, faut pas prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, là. Écoute, ça n'a pas de sens. Bon, alors, c'est un signe de plus de la trahison de nos élites. Oui, tout à fait. Un signe de plus. Et en fait, ça devient même presque inquiétant parce que on regarde ça puis on se dit, pour que ce reniement-là, parce que c'est de ça, on renie sa propre identité, OK? Soit rendu à ce niveau-là, qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose. Comprends-tu que si ça devait... Ah oui, s'il devait gagner, finalement, si la cause devait être gagnée, ça serait épouvantable. Tu sais, il y a un an ou deux, là... symbolique, en tout cas. On a un nouveau bâtonnier depuis un an ou deux. Mm-hmm. Ce bâtonnier-là est issu, ça ne te surprendra certainement pas, des grands cabinets de Montréal. Non. Oui. Bon. Alors, on comprend que... Alors, je vais te poser une question, Richard. Excuse-moi, je te coupe tout de suite. C'est une technicalité. Peut-être c'est bon aussi pour nos auditeurs. Qui nomme le bâtonnier? Comment est-il nommé? Par ses pairs? Il y a une élection. Par ses pairs. Au barreau, oui. Au barreau, d'accord. OK. Et tu te souviendras, il y a 2 ans ou 3 ans, là, il y avait eu toute une controverse au sujet de l'avocate d'origine asiatique, qui était l'épouse... Truy? Non, c'est compliqué son nom. Sam... J'ai jamais réussi à le retenir. Et pourtant, je suis bon là-dedans. Mais... Je pense. OK. T-H-U-I, je crois. K-H-U-N, entre elles. Et puis, je m'excuse auprès d'elle, parce que, franchement, je devrais être capable de m'en souvenir, mais je m'en souviens pas. Ouais. Donc, elle avait été écartée et les avocats des grands cabinets de Montréal avaient compris qu'ils avaient perdu le contrôle, entre guillemets, du barreau et que c'était les avocats de province qui avaient pris le contrôle. OK? C'est de cette façon-là qu'elle avait pu être élue. Et elle promettait une ouverture. Mm-hmm. Elle s'est représentée une deuxième fois à la suite d'avoir été obligée à démissionner et dans les circonstances qu'on se rappelle. Ça avait une odeur politicienne très forte. C'était très politique, tu comprends? Et tout ça porté par un cabinet en particulier qui s'appelait le cabinet McCarthy-Tétrault et qui est le cabinet le plus politique au Québec. Donc, c'est proche des libéraux? Écoute, je vais te donner des noms. Ah, OK. Jean Charest est là. Ah, d'accord. Okay. C'est neutre, ça. C'est très neutre. C'est très neutre, oui. Daniel Johnson, fils, est là. Fils, oui. Puis, je veux dire... Etc. D'accord. OK? Alors, ce cabinet-là, il est... Puis, ils ont tous été impliqués dans des magouilles, là, Il y en a un dont la femme était chez Hydro-Québec. Sa femme chez Hydro-Québec, elle a dû démissionner dans des circonstances encore très troubles parce qu'il y avait eu des mandats d'accordés à ce cabinet-là. Ah oui, d'accord. Alors, tu t'imagines? Oui. OK? Et donc, les cabinets de Montréal, là, les gros cabinets, ont décidé de reprendre le contrôle du barreau. Mais pour faire quoi? Pour se mettre au service de... Mm-hmm. La classe, le pouvoir. Hein? Si c'est le cas, en tout cas, là, ils sont en train de faire une attaque frontale contre l'aspect français de l'État québécois. Là, écoute, je suis à peu près... Enfin, je ne vais pas mettre ma main au feu. Non. Mais je serais presque prêt à le faire. Qu'il va y avoir un retour de manivelle assez fort, merci. Parce que les avocats de province... ils ne veulent pas laisser ça passer. Ils ne laisseront pas passer. Bon, alors ça, c'est déjà... Bon, mais attends. Il faut ces gens-là, il faut les réveiller. Oui. Donc, il va falloir... Oui, il faut charger le barreau. Oui, il faut charger le barreau. Et je pense aussi... C'est ça le problème aussi du régime libéral dans lequel on vit depuis 15 ans. C'est comme si notre capacité d'indignation avait été un peu mise en sommeil. Parce qu'il y a tellement
il y a tellement de sujets sur lesquels s'indigner qu'on ne peut pas être dans un état d'indignation permanent face à l'espèce de déconstruction nationale. C'est pas une mise en sommeil, c'est simplement émoussé. Oui, c'est ça, émoussé. OK, émoussé parce que... je veux dire, oui, à force d'être... il y en a trop. Et à force d'être irrité, voilà, on finit par plus rien sentir. Ouais. Mais bon, il va falloir retrouver un peu ce sentiment d'indignation au Québec. Écoute, peut-être passer à un autre sujet, Richard. Le Bloc québécois a annoncé des nouvelles nominations autour de Martine Ouellette. Hein. Il y a Denis Monnière, professeur, je crois, à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui. Et Gilbert Paquette, donc l'ancien ministre du Parti québécois. Je pense pas que ça change beaucoup de choses dans la course à la chefferie actuellement. C'est des gens qui sont très attachés au référendum. C'est des référendistes datistes, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Pomerleau. Ils veulent un référendum pratiquement... À tout prix. Et le plus rapidement possible, à la limite. Oui. Et moi, sans se soucier des conséquences qu'un référendum... J'ai eu l'occasion d'exprimer ma position sur ce sujet déjà. Exact. Écoute, je veux dire, je veux pas m'en prendre à eux. Non, là, on est c'est dans des considérations stratégiques. On est entre souverainistes, là. Oui. Non, mais là, c'est des considérations d'ordre stratégique aussi et politique. Alors... Et il y a une... Je doute fort que ça aide beaucoup. Ou Martine Ouellette. Oui, je pense pas que ça va changer grand-chose. Non. Mais bon, ça prouve qu'elle est peut-être moins isolée qu'on pense. Et dans un deuxième temps, Richard, aujourd'hui, on a appris que le Forum jeunesse du Bloc québécois avait fait une proposition pour renouveler le Bloc, peut-être changer de nom, tout en faisant un appel du pied au Parti québécois et à Québec solidaire. Oh là! Alors, j'ai trouvé ça un peu dommage que la lecture politique du Bloc québécois, en tout cas de son aile jeunesse, soit aussi naïve envers Québec solidaire, quand on voit finalement toute l'action qui est faite par QS pour saper le mouvement nationaliste québécois. Encore une fois, il faut comprendre ce qu'est QS. Oui, exact. Ils se disent de gauche. Mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais il y a deux gauches. C'est vrai sous un certain aspect. OK. Il y a la gauche traditionnelle, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Oui. Et puis la gauche sociétale, pour laquelle j'en ai beaucoup moins. Exact. OK? Québec solidaire, c'est la gauche sociétale. OK? C'est le politiquement correct, c'est... la déconstruction. C'est Manon Massé, c'est De Massé, comme tu l'appelles. OK. On l'a anobli. Oui. Et voilà. OK? Ben oui, c'est ça. Et d'ailleurs, face à ça... Et c'est cette gauche-là qui a refusé l'intégration, la convergence avec le Parti québécois. Oui, bien sûr. Bon. Ah oui, non, mais je veux dire, et dans des termes très durs. Très, très durs. L'Assemblée où s'était produit le rejet de l'alliance avec le Parti québécois, les militants de QS qui ont rejeté ça ont traité le Parti québécois de parti raciste, xénophobe, etc. On parle de recréer la coalition qui avait porté le Parti québécois au pouvoir en 1994 sous Parizeau. Ouais. Ceux qui sont de la gauche traditionnelle sont bienvenus. Ceux qui appartiennent à la gauche sociétale, de toute façon... Ils veulent rien savoir avec Ils veulent rien savoir. De toute manière, à la base. De toute façon, à la base. Donc, s'imaginer qu'on est capable de se rejoindre et de s'embrasser, et puis etc. Non, oubliez ça, là. C'est pas possible. Non, puis de toute manière, les soldats nous l'ont prouvé à maintes reprises. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, en séparant les deux gauches, une gauche un peu plus patriote. Il y a aujourd'hui, dans l'autre journal, donc qui est un peu l'incarnation, je dirais, médiatique de cette gauche nationaliste, si on pourrait dire, il y a un article de Pierre Dubuc sur les problèmes que cause l'immigration au Québec. Bon. Sur le plan économique et sur le plan aussi des intérêts québécois, proprement parler. Et c'est là où on dit que c'est intéressant, parce que s'il se met à y avoir une réflexion par la gauche souverainiste sur l'enjeu qui est l'immigration, mais déjà, on peut débloquer un peu le débat. Je ne veux pas être désagréable, mais c'est une réflexion sur laquelle, c'est que nous, on a amorcé il y a déjà... Quelques temps, hein? Oui. Dans mon cas, 3 ans à peu près. Oui. OK? Oui. Alors, de les voir aujourd'hui, bon, j'apprécie et même j'applaudis. Oui, c'est ça. J'applaudis parce que ils ont, eux,
une présence, des appuis. Oui. Et il est temps que ces gens-là soient sensibilisés à ce que nous avons vu déjà depuis un certain temps. Oui. Regarde simplement ce qu'on a fait l'automne dernier là, avec l'étude du pseudo Grégoire Bergeron. Oui. On est les premiers à avoir... diffusé l'étude. Bon, puis aujourd'hui, on t'a mis sur Vigile une entrevue réalisée par bien sûr. Maître Louis Demers avec Charles Castonguay. Oui, tout à fait. Et dans laquelle Charles Castonguay explique justement le trafic des statistiques aussi. Hein? Les manipulations des statistiques. Exact. Par Statistique Canada. Pour voiler un peu le réel. La réalité. Surtout sur la question linguistique au Québec. Voilà. Effectivement, donc je vous invite à regarder ça. Pour ce qui est de l'étude de Grégoire Bergeron sur la marginalisation démographique des Canadiens français au Québec, elle est toujours disponible en page d'accueil à droite sur... Vigile. Et sur Nomos. Et sur horizonquebecactuel.com, en fait. Bon. Si vous faites... il faudrait que ça y soit sur les trois. Hein? Il faudrait mettre ça sur les trois, oui. Okay. Effectivement, c'est quelque chose à faire. Écoute, sinon, là, on change un peu... de registre. On change de registre complètement. Mais quoique, ça a quand même un lien, parce que c'est les intérêts nationaux du Québec. On a appris que Philippe Couillard serait favorable à financer une sorte de tunnel reliant le Labrador et Terre-Neuve. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Surtout quand on sait que le Labrador a déjà fait partie du territoire du Québec et qu'il y a eu des contestations pendant très longtemps. Comment il y a déjà? Mais il a fait partie. Il fait partie. Mais oui, mais c'est toi qui me rappelais, hors onde, mon cher Richard, que le gouvernement du Québec, l'État québécois, avait renoncé à ses revendications. Attention, c'est pas ça que je t'ai dit. Non? Okay. Alors, on t'écoute. Je t'ai dit que lorsque... Moi, j'étais sûr que les contestations étaient encore là. Non, je t'ai dit qu'il y a un amendement constitutionnel qui a été apporté il y a déjà une dizaine ou une douzaine d'années sur la question du nom de Terre-Neuve. Et la modification est... Terre-Neuve et Labrador. Et Labrador. Ce qui constitue... Alors, comme ça n'a pas été dénoncé par le Québec... Ah, je comprends. OK? Ça constitue une forme d'acceptation tacite. Oui, d'accord. OK. Mais il n'y a pas eu d'autre reconnaissance que ça. Non. Alors, alors évidemment, c'est le genre de situation que plus tu la laisses traîner, plus ça confirme le droit des revendications de Terre-Neuve. De Terre-Neuve. Oui. On se rappellera que c'est ça, hein, c'est le Conseil de Londres qui a décidé en 1922-23, je crois, a décidé de découper le territoire québécois pour donner cette partie qui s'appelle le Labrador à une autre colonie qui ne faisait pas partie du Canada à l'époque, Terre-Neuve. Hein. Terre-Neuve était une colonie faisant partie de l'Empire britannique, carrément, mais qui ne faisait pas partie du Canada. Terre-Neuve va rejoindre le Canada en quoi? En 1948 ou 49. Oui, c'est ça. D'ailleurs, après 2 référendums. Hein. Après 2. Ils ont fait un premier référendum et les Terre-Neuviens... On dit non. Ne voulaient rien savoir. Ils ont forcé un deuxième référendum. Bref. Et c'était pour délester l'Empire britannique de ses frais. Des obligations. Oui, de ses obligations envers Terre-Neuve. Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant. C'est un peu alarmant, la position de Couillard là-dessus. Parce que, pourquoi on financerait un tunnel reliant une partie d'un territoire québécois que l'on souhaite conserver avec une autre province avec qui on est en litige? Ça ne fait strictement aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Et pire que ça, c'est que en agissant de la sorte, on fait en sorte que tous les gens de la Côte-Nord du Québec... Oui, exact. vont se détourner du Québec et aller étudier, si c'est étudier, ou travailler, si c'est travailler, ou faire quoi que ce soit, à Terre-Neuve, en anglais. Ah oui? En anglais, parce qu'à Terre-Neuve, on ne parle pas le français. Non. OK? J'y suis allé assez souvent pour le savoir. OK? Sauf dans tout le petit bas, là, tu vas trouver des endroits là, où il y a encore... des villages de pêcheurs où on se souvient qu'on a, à un moment donné, parlé français. OK? Et qui sont, en fait, aussi, c'est des gens qui sont en contact par la pêche là, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, d'accord. OK? Mais
c'est quand même... Non, c'est minime. Très marginal, comme phénomène. Et donc, on est en train de paver la voie à une désagrégation, alors que la solution, ça serait... Parce que c'est une façon d'ouvrir le territoire aux gens de la Côte-Nord. Oui. OK? Et de leur... mais il y a une solution bien plus simple que ça. Il y a juste à faire la route. Bien, exactement. OK? Et ça, on dirait que ça échappe continuellement au Québec. Est-ce que ça échappe? Non, oui, parce que c'est plus grave que ça. Tu sais, je vais te donner un autre cas. La région du Témiscamingue. Oui. Okay? C'est quand même invraisemblable que pour te rendre à Ville-Marie, au Québec, ça soit plus facile de passer par l'Ontario pour remonter. Oui. Alors ça, c'est un manque de vision, d'intégration géographique. Exactement. Et pendant des années, on a eu le même problème avec la fameuse autoroute là, qui relie maintenant Mirabel à Gatineau, ancienne Hall. OK? Oui. OK. Pourquoi on n'a pas développé ça avant? OK? Il y a des routes à développer au Québec de façon urgente pour s'assurer qu'on ait le contrôle de notre territoire. Oui, bien sûr. Et favoriser le développement aussi du territoire. Favoriser le développement et s'assurer que les populations dans ces coins-là, ils se sentent aussi québécois. Ben oui, exactement. Donc, au lieu de financer des tunnels puis des projets un peu... farfelus. Là. Oui, farfelus. Carrément farfelus. D'ailleurs, je sais pas si vous voulez continuer. On est en période électorale. Oui. Fait que bon... C'est un peu normal d'être farfelu. Oui. En tout cas, d'entendre des choses farfelues. C'est ça. Sinon, Richard, on va... Autrefois, Duplessis promettait des ponts. Couillard a décidé de faire un peu plus... Des tunnels. Un tunnel. Oui. C'est pas le même sorte d'homme et de loyauté, surtout. Non. En parlant des relations avec le Canada, mon cher Richard, il y a une sorte de crise constitutionnelle à l'Ouest. Ah oui, puis elle prend de l'ampleur. C'est intéressant à observer. Encore une fois, c'est une crise que à Vigile, on a vu venir déjà depuis quelques années. Tout à fait. OK? C'est d'ailleurs l'existence de ce foyer de crise-là qui nous a permis même d'élaborer des scénarios de dislocation du Canada. Oui. D'ailleurs, on avait une rubrique sur Vigile. Oui. Hein? Oui. OK. Peut-être rappeler les faits aux gens. Il y a une contestation sur la question de l'oléoduc de Kinder Morgan, la compagnie Kinder Morgan. C'est une compagnie américaine, il faut le préciser. C'est une compagnie américaine sur l'oléoduc Trans Mountain. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé l'autre semaine d'avant. Je pense que c'est pas nécessaire de trop revenir sur les détails. D'accord, mais ce qui est important de rappeler là, c'est qu'il y a eu une réunion du gouvernement Trudeau avec les deux parties, donc et la Colombie-Britannique et l'Alberta. Et Trudeau, en gros, a dit, mais ça va se faire. Oui. Donc, Ottawa a donné son appui au projet, comme il l'avait déjà fait auparavant, mais sans vraiment donner de piste de solution. En fait, le problème, c'est que c'est de sa compétence. Il n'y a aucun doute. C'est un ouvrage interprovincial, donc en vertu de l'article 92.10A de la Constitution. Il est de compétence fédérale. Bon. Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. Non, parce que ça ne dit pas comment ça va être débloqué. C'est pas parce que le gouvernement fédéral a la compétence qu'il peut nécessairement agir contre la volonté des gens. Ouais. Et ce qui se pose, je l'ai répété déjà à quelques reprises, c'est toute la question de l'acceptabilité sociale du projet. Et là, il n'y en a pas du tout encore. Il n'y en a pas. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Colombie-Britannique n'a pas voté de loi contre l'oléoduc. D'aucune. Ce qui fait que ça rend la contestation juridique par Ottawa extrêmement difficile, puisque tout ce que fait la Colombie-Britannique, c'est de mettre des bâtons dans les roues administratifs, en quelque sorte. Mais encore, en exerçant sa compétence en matière d'environnement, en disant, écoutez, il faudrait... Ça prend d'autres études. C'est ça. Bon. Alors, la Colombie-Britannique joue le jeu à la perfection. Tout à fait. Bon. Le gouvernement fédéral aurait souhaité qu'après le remplacement de Mme Christy Clark, qui était, elle, très montée contre le projet de Kinder Morgan,
qu'un autre premier ministre, surtout de sensibilité néo-démocrate, plus proche de... etc. Des libéraux. Voilà. Oui, d'ailleurs, il faut le rappeler, Richard, que c'est 2 gouvernements néo-démocrates. Voilà. Et en Alberta, et en Colombie-Britannique. C'est ce qui prouve que ça ne veut rien dire. Exact. Okay. Il y a des intérêts provinciaux qui sont beaucoup plus forts que... Bon. Puis, il y a aussi le fait que les libéraux fédéraux ont beaucoup de députés. Ah, ça, c'est très important. Okay. Dans l'analyse, je pense que ça compte beaucoup. En Colombie-Britannique. Et là, ça les place dans une situation incroyable parce qu'ils sont obligés d'agir contre la volonté de leurs électeurs. Voilà, parce que... Leurs électeurs ne sont pas du tout sympathiques au projet de pipeline de Kinder Morgan. Exactement. Ni même à aucun autre. Exact. OK? Alors... Et je pense, sans vouloir induire les téléspectateurs en erreur, je pense que Trudeau a 16 députés libéraux en Colombie-Britannique et 3 en Alberta. Voilà. Et il sait très bien qu'en Colombie-Britannique, il y a la plus grosse communauté sikh et qu'avec le chef actuel du NPD, le NPD pourrait lui ravir des sièges aux prochaines élections. Bon. C'est pour ça que d'un point de vue électoral, c'est très complexe pour le Parti libéral de forcer la main de la Colombie-Britannique parce qu'il ne veut pas s'aliéner des votes qui vont lui être essentiels pour conserver le pouvoir. Et l'Alberta s'attend à ce que le gouvernement fédéral exerce sa compétence. Tout à fait. Et force. Mais la réalisation de l'oléoduc. Ça se vend peut-être ça, comme notion à l'électorat de l'Alberta, mais ça ne se vend pas à l'électorat de la Colombie-Britannique. Mm-hmm. Alors, c'est là qu'on comprend la limite du fédéralisme canadien. Ouais. OK? Et tout ça arrive dans un contexte où, même si les prix du pétrole remontent à l'heure actuelle, l'industrie pétrolière albertaine a été durement touchée par les années tout à fait. Qui viennent de passer, et où beaucoup de projets qui avaient été conçus dans les années, début des années 2000, ont été carrément fermés. Ouais. On ranime pas des projets comme ça là, facilement. Non, monter des projets comme ceux-là, là, des fois, c'est des affaires de 10 ans. Ben oui. OK? Alors... rappelez aussi, Richard, quand même, que le pétrole de l'Alberta, c'est le pétrole le plus coûteux à extraire. D'une part. Et bon, tu vois, alors le baril de pétrole est remonté aujourd'hui, West Texas Intermediate, au niveau de 66 ou 67 $. C'est très élevé. Ouais. On n'a pas vu ça depuis plusieurs années. OK? Ça donne une bouffée d'espoir. Mais il faut comprendre que, malgré tout, il faudrait qu'on ait la garantie que ça va se maintenir à ce niveau-là et aille en montant pour les 10 ou 12 prochaines années pour que des projets qui ont été annulés repartent. Ben oui. Hein? On n'est pas là. Non. On est loin d'être là. On est assez loin d'être là. Bon. Et c'est assez drôle parce que finalement, on est habitué à avoir des crises constitutionnelles au Canada à cause des revendications du Québec ou les revendications, des Autochtones. Là, il y a un peu un lien parce qu'il y a quand même des communautés autochtones qui refusent le passage de l'oléoduc. Mais là, vraiment, là-dessus, le Québec a pas de rôle à jouer. Hein? Non. Et d'ailleurs, Fournier, donc Jean-Marc Fournier, le ministre responsable des affaires intergouvernementales actuelles, a mis un peu son grain de sel en disant si Ottawa veut forcer la main de la Colombie-Britannique, c'est pas du fédéralisme coopératif. Et tout de suite, l'Alberta et Ottawa lui ont tapé sur les doigts. Hey, TQ, mêle-toi de tes affaires. Oui. Et d'ailleurs, quand on écoute, quand on lit les éditoriaux du National Post ou du Globe and Mail, etc., sur la question de Trans Mountain, de l'oléoduc... Et si tu vas dans le Calgary Herald, c'est encore plus... là, c'est encore pire. Ils sont tous un peu terrorisés. Parce qu'ils se disent, finalement, si la Colombie-Britannique réussit à poser une sorte de veto sur le projet de l'oléoduc, qu'est-ce que le Québec va faire? C'est-à-dire, le Québec va être capable d'imposer sa volonté dans le futur sur les questions des oléoducs, énergie, etc. Donc, ils sont terrorisés à l'idée que ça pourrait avoir sur la Confédération. Oui, mais de toute façon, on est rendu à ce point, et c'était prévisible, qu'à un moment donné, il n'est plus possible de réconcilier des intérêts irréconciliables. Exact. OK? Ouais. Les intérêts sont différents, donc... c'est la limite du fédéralisme canadien. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'une région gagne sur l'autre, ultimement.
Oui, mais je pense pas que ça a l'air parti pour ça. Alors là, ça va être C'est une confrontation. Une confrontation. Ouais. Eh bien, ça a déjà commencé, hein, des boycotts de vin de Colombie-Britannique par l'Alberta, puis là, le Québec se dit solidaire, enfin. Donc, c'est quand même une saga politique à suivre. Et d'ailleurs, oui, je trouve ça très intéressant ce qui se passe dans l'Ouest, parce que ça nous prouve aussi qu'il y a des moyens institutionnels de lutter contre la volonté d'un projet promu par le fédéral, tout en étant une province. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est capable de résister. La Colombie-Britannique résiste à l'implantation de l'oléoduc. Ensuite, la plus grande résistance, c'est celle du peuple. Ben voilà. La population est mobilisée en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, la population est mobilisée contre c'est ça. Le projet. Oui. Bon, il y a peut-être une partie de la population qui est favorable, mais en tout cas, c'est pas elle qu'on entend le plus. C'est ça. De la même façon que, tu sais, il faut quand même le dire, que la population au Québec était montée contre le projet Énergie-Est. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Alors, ils ont essayé de nous faire croire que c'était pas vrai, qu'on n'était pas contre. Oui. Mais, OK. D'ailleurs, on n'entend plus parler. Bon. Un autre sujet, revenir brièvement en parlant du Canada et un petit peu des contraintes que le Québec subit puisqu'il est dans le Canada multiculturel. C'est celui des accommodements, enfin, du débat entourant les accommodements raisonnables. On a appris là que il y avait effectivement la question du hijab dans la police qui se posait de manière réelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous a dit « c'est un enjeu théorique, que ça se passera pas, il n'y a pas vraiment de cas ». Finalement, le Journal de Montréal a évidemment fouillé un peu la question et a trouvé qu'effectivement, il y a une femme qui est en technique policière et qui porte un hijab. Alors, on voit déjà que, contrairement à tout ce qu'on essaie de nous faire croire, que c'est un faux débat, que ça n'existe pas, que c'est pas un vrai enjeu, on essaie de nous faire dire, on voit tout de suite que c'est faux, c'est-à-dire que la présence du religieux dans les instituts, enfin des signes religieux dans l'espace public, non seulement dans l'espace public, dans la fonction publique, c'est un réel débat au Québec. Et c'est d'ailleurs ce qui va permettre aux partis politiques de se distinguer en 2018 pour les prochaines élections. Moi, c'est mon analyse d'ailleurs de la différence entre la CAQ et du Parti libéral. Quand on dit la CAQ est un copier-coller du Parti libéral, c'est vrai sur le plan économique. Oui. Mais c'est faux sur le plan identitaire. Et c'est comme ça que la CAQ réussit un peu à se démarquer du Parti libéral. C'est en essayant d'avoir l'air dur sur les questions identitaires. Quand tu dis ça, là, tu vas un peu trop loin. En fait, quand tu dis que il y a une grosse différence entre le Parti libéral et la CAQ, c'est pas vrai. Il y a une grosse différence entre le parti, sur le plan... c'est une grosse différence entre le gouvernement Couillard, entre Philippe Couillard et la CAQ. Mais chez les libéraux eux-mêmes, ils sont... Ah oui. Ah ben les libéraux qui sont en région, alors, ils trouvent Couillard un peu extrême. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces libéraux-là? Ils vont voter pour la CAQ. Ah, tu parles d'électorat libéral. Voilà. Ah oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut faire attention, il faut être nuancé quand on fait ce genre de... Oui, mais je parlais là des positionnements des partis politiques. C'est-à-dire que François Legault a des positions plus nationalistes, ou en tout cas plus proches des revendications laïques, si on veut, ou en tout cas en termes de neutralité religieuse de l'État. Et Couillard est un multiculturaliste radical. Puis Couillard trahit sa propre base. Et c'est la raison pour laquelle... Mais sa base francophone. Sa base francophone. Oui, parce que l'ouest de l'île est content. Ben oui, bien sûr. Évidemment. Bon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour finir là-dessus, l'ISée a quand même eu une réflexion intéressante cette semaine à l'Assemblée nationale, puisqu'il est impossible au Salon Bleu de porter une épinglette avec un logo de parti politique. Hein. C'est interdit par le décorum du Salon Bleu. Or, il y avait un député... Ah non, c'est le règlement. C'est ça, c'est le règlement. Oui. C'est pas une question de décorum. Non, d'accord, excuse-moi, pardon. C'est le règlement. Règlement, oui. C'est un règlement et il est arrivé, je pense, au Salon Bleu avec une épinglette du Parti québécois. Couillard l'a vu, l'a dénoncé et le président de l'Assemblée a demandé à Jean-François Lisée de retirer l'épinglette. Or, au même moment, il y avait un député de l'Ouest de Montréal qui portait une kippa. Qui ne la porte pas habituellement, je pense que c'était pour célébrer une fête religieuse juive. Élisée a une réflexion intéressante. Il a dit
on voit qu'il y a une hiérarchisation systématique des droits religieux sur les autres appartenances. Et là-dessus, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas le droit à l'Assemblée nationale du Québec d'avoir un symbole politique, mais on a le droit d'avoir un symbole religieux. Ce qui nous ramène quand même à une conception... Ouais. Tu vas un peu loin. Parce que... Non, mais c'est ça. C'est une conception libérale et très anglo-saxonne de la liberté. Mais c'est pas aussi compliqué que ça. Mais si, quand même. Écoute, non, parce que, je veux dire, quand même, là. Parce que... Tu sais, je te rends compte, là, s'il fallait que tous les députés se mettent à porter des épinglettes de partisans... Non, mais je dis pas qu'on doit être pour. Non, je dis pas qu'on doit être pour, donc, mais... Donc, on a décidé, à l'Assemblée nationale, qu'il n'y aurait pas de ce genre de manifestation. Oui, mais c'est la même chose pour la fonction publique, Richard. C'est-à-dire qu'on interdit à quelqu'un d'avoir une casquette du Canadien ou une épinglette du Parti québécois ou du oui ou du non du Parti libéral, peu importe, mais on va laisser un fonctionnaire avoir un symbole religieux ostentatoire. Oui. Tu comprends? C'est là où il y a une hiérarchisation. Oui, à ce niveau-là, je te comprends. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis que la réflexion de Lisée sur cette question-là était bonne. C'était une bonne réflexion. Ouais. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passe dans la fonction publique québécoise. Et c'est pour ça qu'on... Si tu avais commencé par ça, ça aurait été plus facile à suivre. Ah, d'accord. Peut-être que mon raisonnement a été inversé. C'est ça. Mais dans tous les cas, c'était la démonstration que je voulais faire. OK. Et c'est pour ça que je pense que l'enjeu de la neutralité des agents de l'État va être un enjeu fondamental dans la campagne de 2018. Oui. Là, c'est un message qu'on envoie peut-être un peu au Parti québécois. Il faut un peu se réveiller sur cette question-là. Et puis, voilà, on voit effectivement que ça revient systématiquement dans le débat public. Ce qui veut dire que c'est un vrai enjeu, malgré ce que la gauche radio-canadienne essaie de nous dire. C'est ce qui sépare les camps au Québec. Radio-Canada. C'est une officine de propagande. Oui, mais c'est bien de le rappeler. Fédéraliste. Tout à fait. De plus en plus, en fait. Depuis 1985, oui. La loi a été modifiée et Radio-Canada, depuis ce temps-là, est obligé, de par sa charte, de faire la promotion de l'unité canadienne. Eh ben oui. Ça s'appelle de la propagande. Tout à fait. Bon. Ça fait longtemps qu'on l'a démasqué. De quelle façon, ensuite, penses-tu que tu peux avoir une objectivité des journalistes avec ça? Il n'y en a pas. Sur l'enjeu du Québec, très peu. Il n'y en a pas. Écoute, avant qu'on change de volet, il y a une chose très importante à souligner. Demain, la Cour suprême va rendre sa décision dans une affaire qui intéresse au premier chef la SAQ. Oui, tout à fait. OK. Et... Sur le commerce interprovincial. Sur le commerce interprovincial. Tout à fait. Mais sa décision risque d'avoir une portée beaucoup plus grande et toucher également tous les programmes de gestion de l'offre. Et là, imagine-toi, on va pas devancer la décision, mais quand même, il faut voir ça venir. Oui, oui, bien sûr. Okay? Imagine-toi s'il fallait que la Cour suprême se trouve à miner les programmes de gestion de l'offre au moment même où on est en train de renégocier l'ALENA et où l'on sait que les Américains font des pieds et des mains pour nous convaincre de renoncer à la gestion de l'offre. Notamment la gestion de l'offre de l'industrie laitière. Et imagine-toi si ça enlèverait une épine du pied du gouvernement Trudeau, que ce soit la Cour suprême qui fasse la job, la sale job. D'attaquer finalement la question de la gestion de l'offre. La gestion de l'offre plutôt que le pouvoir politique. Oui. Et donc, que la question soit tranchée par le pouvoir judiciaire sans que le pouvoir politique n'ait à se salir les mains. Alors, regardez ça demain, ça va valoir la peine. Oui, ça serait bien pour eux. Là, oui, oh là là. Je les vois venir, moi. OK. Alors, on va peut-être passer maintenant. On change de volet. On change de volet. Ça nous permet de sauter tout de suite sur l'arène internationale avec la renégociation de l'ALENA. Et nos amis américains, nos amis, je ne sais pas sûr que ce soit nos amis ces temps-ci. En tout cas, nos voisins américains au sud qui, Richard, ont fait de superbes frappes sur la Syrie. D'abord, il y a quelque chose d'un peu, comment dirais-je, réducteur dans l'emploi du mot « frappe ». OK? Quand un pays... bombarde.
Oui, c'est des bombardements. C'est des bombardements. Oui, d'accord. Hein, tu vas appeler les choses par leur nom. Je te l'accorde. Et puis, alors, pire que ça, c'est après avoir monté tout un machin pour nous faire croire qu'on allait avoir Shock-and-Awe, deuxième version après l'Irak. Shock-and-Awe, est-ce que c'était l'Irak 2003, ça? C'est ça. Oui, d'accord. OK. Ouais. Alors, je me souviens d'avoir assister le soir à la télévision, là, prime time, au bombardement de Bagdad. Oui. Les fameuses images en vert, là. C'est ça. Oui, très spectaculaire. Vision nocturne avec les missiles qui passent. Voilà. Oui. Bon. Je me rappelle de ça aussi. Alors, ils ont essayé de nous préparer mentalement pour une répétition de cette affaire-là. Oui. Ben, c'est pas vraiment ce qui s'est produit. Soyons clairs, la montagne a accouché d'une souris. Oui. Ben, okay. D'ailleurs, ça nous rappelle les frappes qu'avait fait Trump il y a un an, je pense. Il y a un an, c'est ça. Pratiquement un an, jour pour jour. Alors, il avait frappé une sorte d'entrepôt à moitié vide. Non, il avait quand même frappé un aéroport, mais... Un aéroport, mais... Des bâtiments... annexes. En fait, 2-3 jours plus tard, les avions décollaient de cet apport. Ben voilà, alors c'était un peu... Et ça semble être exactement le même cas. Sauf que cette fois-ci, il y avait 2 fois plus de missiles. Bon, ça a coûté 2 fois plus cher. Oui. Ça veut dire des millions de dollars, hein, quand même. Non, c'est des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars, OK. Alors, tout ça pour s'offrir un petit spectacle un samedi soir pour tenter de convaincre le monde qu'il a fait sa job. OK? Alors que c'est tellement faux ce qui s'est passé. Et ce qui est incroyable, mais vraiment incroyable, c'est de voir qu'on nous a préparé là, à un événement qui n'a pas eu lieu. C'est là où la question de la communication la question est de savoir si c'était à dessein que ça n'a pas eu lieu, ou bien si c'était parce que ça a été empêché d'avoir lieu. Oui. Et, bon, évidemment, quand tu regardes le nombre de missiles qui ont été abattus par la défense syrienne, aérienne syrienne... Oui, disons le système anti-missile aérien. Oui, c'est ça, qui a fonctionné à la perfection. Oui, donc, du matériel russe. Du matériel russe. Pour être très clair. Tu te rends compte? Alors, ça, c'est même pas du matériel récent. C'est du matériel qui remonte à l'Union soviétique, qui a été tout simplement amélioré, mis à jour un petit peu, et puis utilisé de façon efficace. Oui. Bon. Alors, on rappellera que officiellement, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui auraient fait des frappes aériennes, des bombardements, pardon. L'autre chose qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est que les trois ont agi sans l'autorisation de l'ONU. Ah ben oui, tout à fait. Alors ça, c'est quand même assez particulier. On se souviendra que lorsqu'il s'était agi de la Libye, c'était une opération qui avait été consentie par l'ONU. Oui. Et dont la gérance avait été confiée à l'OTAN. D'ailleurs, c'est un militaire canadien, le lieutenant général Michel Bouchard, qui avait commandé les effectifs de l'OTAN à cette occasion contre la Libye. Je me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça? Ouais. Bon. Mais là, pas d'autorisation internationale, pas de mandat international. Non, parce que depuis, la Russie a compris qu'elle ne pouvait pas consentir. Elle a un veto, et puis il fallait qu'elle l'exerce. Oui, parce qu'en fait, les puissances atlantistes, disons ça comme ça, avaient outrepassé leurs droits. C'est ça. Le mandat accordé par l'ONU pour frapper la Libye. Et finalement, ce qu'ils avaient fait, c'était un changement de régime. C'est ça. Alors que ce n'était pas du tout, finalement, le sens de ce qui avait été décidé à l'Organisation des Nations Unies. Alors, en fait, il y a 5 pays qui détiennent un veto au Conseil de sécurité des États-Unis. La Chine, la Russie. L'URSS, c'est ça? Non. L'ex-URSS. Voilà. La Grande-Bretagne. La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Ouais. D'accord? En gros, les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire ça comme ça. Bon, à part la Chine qui s'est rajoutée par dessus. Et puis, il y a aussi tout un certain nombre de membres du Conseil de sécurité, là, par rotation. Oui. Et le Conseil de sécurité, à l'heure actuelle, est présidé par un Péruvien. Mm-hmm. OK? Le Canada aspirait à revenir au Conseil de sécurité. Il a été bloqué.
une première fois et tout porte à croire qu'il sera bloqué une nouvelle fois. Ben, c'est sûr qu'avec un ministre de la Défense qui a des liens avec des organisations terroristiques... Ça passe mal. Ça commence mal. Hein? Les limites du multiculturalisme canadien, ça joue dans la diplomatie internationale. Exactement. Comme on l'a vu en Inde récemment. Ouais. Alors, ça va jouer contre le Canada. Ouais. Et puis... Aussi, peut-être que... Excuse-moi, je te coupe. Peut-être qu'on s'est rendu compte aussi, au niveau international, que Trudeau est un peu un bouffon. Une autre chose qu'il faut savoir absolument, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute la question des armes chimiques. Oui, tout à fait. A fait l'objet d'un traité sur les armes chimiques. Mm-hmm. Ce traité-là n'est pas administré par l'ONU. Okay? C'est un traité à part. Même s'il a été reconnu par l'ONU, il n'est pas administré par l'ONU. Et il est administré par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, oui. l'OIAC. Oui. OK? Je crois qu'il y a la même chose pour les armes atomiques. Hein? Non. Non, il n'y a pas une... Oui, mais il y a une autre organisation. Une autre structure. Oui, c'est ça. Je ne me souviens plus exactement comment elle fonctionne, mais bon. Celle sur les armes chimiques, la voilà. Le siège social de cette organisation-là est à La Haye, oui. Là où il y a la Cour internationale de justice. Donc il y a déjà quelques organismes internationaux qui sont basés là. Oui. Bon. Et donc, la coalition des trois s'imaginait qu'elle serait capable d'empêcher l'OIAC de faire son travail. Ah, oui, non mais... Okay? Et même, il faut se demander dans quelle mesure la frappe, les bombardements n'ont pas été effectués à la hâte pour éviter justement qu'on puisse trouver des preuves de l'absence d'attaques chimiques contre. Mais les bombardements n'ont pas été faits aux mêmes endroits où il y a eu l'attaque chimique. Oui, justement. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ils ont dit avoir frappé des entrepôts chimiques, de construction chimique. Ça, c'est ceux qui ont frappé. Oui. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas rendus à destination. Ah oui, oui, ça, je suis d'accord. OK. Oui, tout à fait. Mais enfin, la propagande de l'OTAN nous dit qu'ils ont réussi à détruire des laboratoires chimiques. Je peux te dire que même le palais d'Assad était visé. Ah, c'est possible, ça. Puis ça a été... alors, tu te rends compte? Ça a joué dur. Mais en même temps, le résultat pour la coalition, c'est zéro. Ben, c'est zéro. Je pense qu'il n'y a même pas eu un mort militaire syrien. Non. Ni un militaire russe, ni quoi que ce soit. Donc, en termes de frappe stratégique, les rapports varient entre 3 à 6 blessés. Wow. Et dès lundi, un journaliste de guerre réputé, un Britannique, Robert Fisk, qui travaille pour un grand journal qui s'appelle The Independent, était sur place en Syrie. En Syrie. Oui, d'accord. Et dans les coins qui ont été frappés, où on prétendait qu'il y avait eu une attaque chimique. Oui, oui, oui. Et il a fait une enquête sur place. Il est allé partout. Il a rencontré plein de gens, y compris le médecin qu'on voyait dans la vidéo qui avait été tournée et dans laquelle on prétendait qu'il s'agissait d'une attaque chimique. Il dit non, c'était pas une attaque chimique, c'était tout simplement des gens qui souffraient d'hypoxie, il manquait d'air. OK? Ils étaient asphyxiés, quoi. À cause des bombardements qui avaient eu lieu sur les tunnels creusés par les terroristes. Ah oui, je comprends. OK? Alors, imagine. Oui, on a vu des vidéos où, finalement, on se rend compte que... C'est du bidon. Les gens qui étaient dans les hôpitaux témoignaient à l'effet qu'il n'y avait pas eu... C'est quand même incroyable que dès lundi... de symptômes d'attaque chimique. Dès lundi, dans un grand journal, un des plus grands journaux britanniques, et Dieu sait si les Anglais sont attachés à leur presse papier, même encore aujourd'hui. Oui. OK? Il y avait un compte-rendu qui minait carrément la position du gouvernement britannique, comme celle du gouvernement français, comme celle du gouvernement américain. OK? Et Tucker, Carlson... Tucker Carlson, le présentateur de Fox News. De Fox News, aujourd'hui ou hier,
Tu dis, non, c'est ridicule cette affaire-là. Puis il interviewait un ancien ambassadeur britannique, OK, à Damas, qui parle l'arabe par-dessus le marché, et qui leur disait que non, c'est une perte de temps cette affaire-là. Là. C'était de la folie furieuse. C'était ridicule. Ça tenait pas la route. Mais on nous a fait le coup déjà, Richard, en 2003, avec les armes de destruction massive. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un truc vieux comme le monde, ça. Et on essaie de nous refaire la même chose avec Assad. Moi, je veux dire, depuis que... d'ailleurs, tu le fais à chaque semaine avec Point de bascule. Depuis que tu couvres le conflit en Syrie, on nous a préparés par la propagande depuis des années à l'effet que Bachar el-Assad allait gazer sa population. On avait déjà tenté le coup il y a quelques années. Hein? C'est pas la première fois qu'on nous dit Bachar el-Assad utilise des armes chimiques. Et puis imagine-toi... C'est la fameuse ligne rouge d'Obama. C'est ça. Il avait dit il y a une ligne rouge et s'il utilise des armes chimiques, nanana, on va bombarder. Moi, je veux revenir sur une chose, Richard, avant de continuer. Rappelle-toi, une semaine, même pas une semaine, quelques jours avant que se produisent des attaques chimiques, les soi-disant attaques chimiques, Trump annonçait le retrait total des troupes américaines de Syrie. Oui. Et là... En entendant ça, Bachar el-Assad, si on croit la version officielle, aurait frappé les islamistes, ou en tout cas les rebelles, pour utiliser le terme voulu par l'OTAN, aurait frappé les rebelles avec des armes chimiques dans le but de provoquer les États-Unis. Ça ne fait aucun sens. Non. Il n'y a aucun objectif stratégique à faire ça. Mais non, tout ça, c'est du délire. Non, oui, mais il faut que tu comprennes que quand Trump agit de la sorte, c'est pas la Syrie qui est visée. Ce qui est visé, c'est l'interne, la politique intérieure américaine. C'est exactement. Okay, c'est un jeu. Bien ça, sûr. C'est un jeu tout à fait entier destiné à la politique intérieure des États-Unis. Oui, parce que finalement, d'ailleurs, c'est très politique, parce qu'au final, on sait qu'il y a eu des accusations de collusion entre la Russie et Trump par les démocrates. Et que si Trump a l'air d'être trop conciliant avec les intérêts russes au Proche-Orient, notamment sur la question de la Syrie, il va entretenir l'ambiance de collusion avec les Russes. Voilà. Donc, il faut qu'il joue un peu à être néoconservateur, c'est-à-dire à vouloir frapper à peu près tout ce qui peut ressembler à de la résistance à l'Empire américain partout au Proche-Orient, dans le but de calmer les faucons de son propre camp. Ouais. Donc, c'est de la politique, comme tu le dis, c'est de la politique intérieure. Absolument. Il faut comprendre la politique américaine pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie. Parce que ça a très peu à voir avec la Syrie, selon moi. Ben, c'est ce que je viens de dire. Ben, c'est ça. Et ça a rapport avec la lutte que fait Trump contre l'État profond américain. Écoute, il y a un affrontement qui, à l'heure actuelle... Très dur. Plus que dur, il est sanglant. Ouais. OK? Cet après-midi, un comité spécial du Congrès, surtout des républicains, en fait essentiellement des républicains, une douzaine, OK, a envoyé une lettre à l'Attorney General pour porter des accusations criminelles contre une douzaine de personnes, dont Hillary Clinton. Ah! OK? OK, oui, c'est ça. Oui, avec les affaires sous écoute. Écoute, c'est en train de prendre des proportions, là, ouais. énormes. Ouais. L'autre personne visée parmi les démocrates connus, c'est Loretta Lynch, qui est l'ancien Attorney General sous Obama. Mm-hmm. OK? Alors, tu comprends à quel point cette lutte-là est forte. Puis à travers tout ça, on garoche des photos de la pitoune de Trump, là, tu sais, comment qu'elle s'appelle, Stevens, là, je sais pas quoi. Ah, Stormy Daniels. Stormy Daniels, oui. L'ex-porn star, star du porno qui aurait eu une relation avec Donald Trump. Puis on traîne cette affaire-là, là, alors que franchement, là, give me a break, là. OK? Ouais. Et oui, mais bon, les Américains sont des puritains. Alors, ils ont failli destituer Clinton là-dessus. L'autre chose qu'on a appris, on est dans le délire total, c'est qu'il y a une juge qui a été sollicitée pour prendre je ne sais plus trop quelle procédure. Elle s'appelle Kimba Wood. Et figure-toi qu'on apprend, on découvre ça là, aujourd'hui dans la presse américaine, là, qu'elle a suivi les cours de formation du club Playboy. Puis il y a même une photo, là, tu la vois en... Bon, là. Puis elle va avoir à prendre des décisions, puis elle est très proche de
Hillary Clinton. Uh-huh. Puis elle va être appelée à prendre des décisions qui vont affecter les droits de certaines personnes. Ouais. OK? Écoute, on est en plein délire. En plein délire. Et en fait, on est en train d'assister à l'explosion. Littéralement devant nous. Est-ce que c'est une explosion ou une implosion? Ça commence par une explosion, ça je vous le dis. Oui. Okay? Ouais, d'ailleurs, c'est ça, les bombardements. Exactement. Et à l'intérieur de l'État américain, il y a une situation incroyable de rébellion. Okay? Le gouverneur de Californie veut rien savoir du mur. Par contre, les gens de la population, les gens de San Diego, ils tiennent. Ben oui. OK? Alors, imagine qu'à l'intérieur de la Californie, l'État est en train de se diviser sur cet enjeu-là. Sur l'enjeu du mur, puis à la alors, frontière ça survient après que, déjà, il y a quelques semaines, il y a eu un problème du fait que le gouverneur Jerry Brown de Californie avait mis en vigueur une loi générale sur les villes, comment on appelle ça? Là? Ah oui, les villes refuges. Les villes refuges, c'est ça. Ouais. OK? Les villes sanctuaires. Les villes sanctuaires, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, ce que Valérie Plante veut faire pour Montréal. Hein? Voilà. Et ce que Denis Coderre avait annoncé qu'il voulait faire. Alors, tu sais, je l'avais même souligné ici. Écoute, il y avait des municipalités qui s'étaient carrément rébellées contre l'ordre du gouverneur Brown. Oui. OK? Alors, tout ça là, te donne une idée du climat qui règne à l'heure actuelle aux États-Unis sur le plan politique. Et ça, on ne parle même pas sur le plan économique parce que ça ne va pas bien. Non plus. Même si on te projette c'est de la pure propagande. Hein. Il faut comprendre que la propagande ne sert pas uniquement à l'extérieur, mais elle sert principalement à l'intérieur. Elle sert à l'intérieur. Et les Américains s'administrent à eux-mêmes une forte dose de propagande qui servent des intérêts très particuliers. Oui. OK? Alors, ils sont bombardés par cette propagande-là, nuit et jour, et on leur explique, on tente de leur faire croire que tout va bien, que l'économie est en pleine croissance. C'est pas vrai du tout. Il y a encore des chiffres qui sont publiés là, régulièrement ces jours-ci et qui démontrent exactement le contraire. Alors, et qui annoncent que le party est fini. Oui. OK? D'ailleurs, petit détail, mais le système du pétrodollar est de plus en plus attaqué. Hein? Contesté, ben oui, bien sûr. Contesté. La Chine qui se met à vendre finalement du pétrole en yuan. Ça veut donc dire que l'économie, c'est-à-dire que l'hégémonie américaine sur le pétrole, notamment par le système du pétrodollar, est un peu en train de s'effondrer, là. C'est ça. Et ça a quand même à voir avec ce qui se passe en Syrie, un peu d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'en termes de géopolitique, les Américains ont très, très peur de l'union du supercontinent euro-asiatique, ont très peur des rapprochements sino-russes, l'implication de l'Iran dans ce bloc continental-là. La fameuse route de la soie. La fameuse route de la soie, les pipelines aussi qui passent à travers la Syrie. Donc, il faut aussi comprendre... Alors, comme on le disait, il y a beaucoup de politique intérieure dans ce qui s'est passé en Syrie, mais il y a aussi un aspect géopolitique aux frappes en Syrie, à la tentative de déstabilisation de Bachar el-Assad. Alors, on assiste à l'heure actuelle à l'effondrement de l'Empire américain. Oui, enfin, je te trouve un peu dur, parce que... Pas dur, mais en fait, je te trouve un peu optimiste, Richard, parce que je pense qu'on voit plutôt des signes d'affaiblissement que d'effondrement. D'abord, il faut comprendre que à cette échelle-là, un effondrement, là, c'est pas soudain. Non, exact. OK? Tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. OK? Ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a une forme de liquéfaction, un peu, là. Oui, puis c'est pire que ça. Ouais. Les plaques tectoniques sont en train de bouger sous les pieds des États-Unis, puis partout. Puis c'est très déstabilisé. Et puis, ils projettent leur propre instabilité sur le monde. OK? Oui, tout à fait. Et là, quand ça va se mettre à éclater, ça va se mettre... Alors, cet effondrement-là, à cette échelle-là, c'est un effondrement qui se produit sur 20 ans, 25 ans. Oui. Ou même plus. Ou peut-être même plus. Ouais. D'ailleurs, Trump, à quelque part de l'élection de Trump,
se voulait un peu une réponse à ça. C'est-à-dire que... C'était pas une réponse, c'était un symptôme de ça. Oui, mais c'est quand même une réponse du peuple américain. C'est-à-dire que les signaux qu'a envoyé Trump à son électorat, c'était quand même de dire « Moi, je vais me concentrer sur l'interne et je vais arrêter de vouloir exporter la démocratie à gauche et à droite. » Il a tenu un discours extrêmement isolationniste, qui est d'ailleurs une tradition assez forte aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il a joué sur cette fibre-là, Trump. Et ça explique grandement sa popularité. D'ailleurs, quand il fait des frappes en Syrie, et je trouve ça assez intéressant parce que Fox News l'a assez bien rappelé ces derniers jours, il trahit un peu son électorat. Son électorat qui ne veut rien savoir des changements de régime au Proche-Orient, l'exportation de la démocratie, ils s'en foutent. Ils veulent que le président américain défende les emplois américains, les frontières américaines. Et cet électorat-là va devenir de plus en plus exigeant et impatient dans les mois qui viennent, quand la fin du party va apparaître. Oui, et c'est des élections de mi-mandat, d'ailleurs. Hein? Les États-Unis sont toujours en élection, mais chaque 2 ans. Ça va coïncider avec les élections à mi-mandat. Oui, exact. OK? Et là, les gens vont pas trouver ça comique. Ouais. Et la politique, l'apparence d'effondrement, là, va s'amplifier. Ouais. OK? Alors, oui, vas-y. Si on peut terminer peut-être sur le cas des États-Unis, et pas juste des États-Unis, mais de la situation des États-Unis à la veille de la rencontre entre... Kim. Avec... Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Voilà. Alors, quel est son titre officiel? Secrétaire général? Oui. Du Parti... C'est pas important. Oui. Chef de l'État, quoi. C'est le premier camarade de Corée du Nord. C'est le grand Mamamouchi, tu sais. Oui, exactement. Voilà. Alors... bon, annonce de dénucléarisation quand même de la Corée du Nord. Ça va très loin. Mais en même temps, il faut être très vigilant et regarder ce qui se passe parce que c'en est presque comique. OK? Au début de l'année, là, ces gens-là étaient à couteau tiré. Oui. Ce matin, on apprend que Mike Pompeo, qui va prendre ses fonctions de secrétaire d'État prochainement, a rencontré Kim Jong-un la semaine dernière. Alors, à Pyongyang. Pompeo, c'était le directeur de la CIA. Jusqu'ici, directeur de la CIA. Jusqu'ici, directeur de la CIA qui a rencontré... Alors, imagine, mais regarde la manœuvre. Puis tu vas voir à quel point la politique intérieure est... Alors, la manœuvre, c'est que pas l'élection, mais la confirmation de Pompeo à titre de secrétaire d'État s'annonçait difficile. Mm-hmm. Et on mettait en relief le fait que Pompeo n'avait pas d'expérience diplomatique. Alors, qu'est-ce que Trump fait? Parce qu'il le veut. Il l'envoie faire de la diplomatie. Il s'envoie faire de la diplomatie. Juste avant de puis pas sur n'importe quel sujet, sur un sujet qui grève le climat politique américain depuis 1950. Ouais. OK? Alors, le gars, il revient auréolé, puis je comprends qu'il a fait des mamours à Kim Jong-un. Sa job en dépendait. OK? Alors, et puis Trump nous annonce triomphalement que oui, il a rencontré, oui, ça s'est bien passé, ils se sont bien entendus. Ah ouais, et puis voilà, les conditions sont réunies pour qu'on rencontre. Bon, alors... Mais là, c'est pas tout. Lui, c'est plutôt un néoconservateur. Hein, très. Oui. Très dur. Très interventionniste. OK. Et... Donc, c'est pas bon signe. Non, c'est un militaire, là. Non, mais il y a des militaires qui sont plus... Oui. Le général Mattis, par exemple, dans le chef du Pentagone, là, dans la dernière semaine, là, il nous en a montré que s'il y avait quelqu'un qui avait une tête solide sur les épaules, c'était bien lui. Mm-hmm. OK? Tant mieux. OK? Parce que c'est lui et les généraux russes qui ont trouvé... le moyen d'éviter que ça s'envenime vachement. Ce soit trop une escalade. OK? Alors, puis ensuite, on apprend aujourd'hui que le général Mattis insistait pour que le Congrès soit consulté, comme le prévoit la Constitution, avant que des troupes, des missiles soient envoyés sur la Syrie. Et ça n'a pas marché. Mais le fait qu'on nous l'apprenne aujourd'hui, en même temps, ça nous passe un message sur la situation
politique. Il y a des rivalités très fortes. Des rivalités extrêmement fortes. Écoute, avant de terminer l'émission, Richard... Non, on n'a pas fini, là, la Corée. Vas-y. OK, sur la Corée, il y a quelque chose de très important à préciser. Oui, c'est que la rencontre, il va falloir qu'elle ait lieu. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas trop où. OK? Et... En Chine? Non, certainement pas. On parle de Singapour, on parle de la Malaisie, on parle de la Mongolie, imagine-toi. Ah bon? Ouais. Oulan-Bator, c'est un endroit pas pire. Mais il semblerait, plus vraisemblablement, que ce soit dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. D'accord. OK? Où ils sont habitués, Panmunjom, où ils sont habitués de se rencontrer. Et évidemment, ça aurait même une valeur symbolique encore plus grande. Oui, bien sûr. OK? Mais tu comprends que les Américains, eux, leur jeu, s'ils doivent composer avec Kim Jong-un, c'est d'essayer de le désarmer le plus possible. Oui, et puis même c'est ce qu'il a annoncé en Chine. Et même de favoriser une fusion des deux, de telle façon qu'ils récupèrent la Corée du Nord dans le giron de leurs intérêts. Oui, bien sûr. Hein? Parce que la Corée du Sud étant là, la fusion se ferait nécessairement dans le sens des intérêts davantage de la... Oui, vu la puissance économique de la Corée du Sud. Bon, voilà. Alors, tu vois tout de suite le jeu qui est en train de se préparer pour l'après. Oui. OK? Et tu vois aussi que les Américains sont dans une situation quand même particulière parce qu'ils comptaient sur l'opposition entre les deux Corées pour justifier leur présence en Asie, au degré qu'elle est. OK? Et là, les cartes sont en train de leur fondre sous les pieds, là. Ouais. Alors, je te dis, là, il s'en passe, c'est incroyable ce qui se passe, puis il faut surveiller ça. Par moments, c'en est même drôle. Oui, oui. En tout cas, quelque chose qui est plus ou moins drôle, Richard, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale française avec Trudeau, qui est le premier ministre du Canada à avoir fait une allocution à l'Assemblée nationale française. Je rappelle que René Lévesque l'avait fait à l'époque. Ça avait été le premier ministre québécois à l'avoir fait. Il n'y avait jamais eu de premier ministre canadien qui l'avait fait avant Trudeau. Et Trudeau a fait un discours extrêmement fat. Bon, difficile de s'attendre à autre chose de Pee-wee Trudeau. Mais très multiculturaliste. Il a insisté sur l'aspect féministe de son gouvernement, sur le fait qu'il y avait une montée des populismes, et que lui et son gouvernement défendaient l'immigration massive, le multiculturalisme. Donc, il a vraiment servi un discours très cosmopolite, mondialiste, assez banal, on peut le dire ça comme ça. Et il a vanté les accords de libre-échange. Donc, vraiment un discours... Intéressant qu'il n'ait pas prononcé un seul mot en anglais. Non, il a parlé en anglais. Il a parlé en anglais? Il a parlé en anglais. Ah! Il a parlé en anglais. C'est ça. Je pense que c'est des conventions diplomatiques, comme le Canada est bilingue, enfin, officiellement, comme on le sait. Et c'était assez drôle parce qu'au moment où Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, faisait un discours en valorisant la diversité, il y avait en même temps la deuxième journée d'émeute dans la banlieue de Toulouse. Alors pourquoi est-ce important que ce soit Toulouse? Parce que Toulouse, c'est le siège d'Airbus. Ah oui, oui. OK? Et tu comprends que si ça se met à flamber de ce côté-là, les activités d'Airbus pourraient être compromises. Oui, surtout de l'état de moitié grève générale dans lequel se trouve la France. Exactement. Avec la grève des cheminots. Mais là, il y a eu des émeutes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'interpellation par des policiers d'une femme en niqab et ça a dégénéré en émeute confessionnelle. Et vous remarquerez, vous vous dites « Oh mon Dieu, mais on n'en a pas entendu parler ». Vous n'en entendez pas parler parce que le gouvernement français ne veut absolument pas
montrer le réel, encore une fois. Et puis, on a peur de... Puis Radio-Canada ne veut pas nous montrer ça non plus. Non plus, ça c'est sûr. Hein, on nous parlera pas d'un coup que ça donnerait des idées à du monde. Ben oui, puis que ça révélerait la réalité de l'islamisation de la France, parce que c'est quand même ça. Donc, c'était assez pitoyable, finalement, de voir Justin tenir sa logique multiculturaliste et diversitaire au moment où il y avait des émeutes ethno-confessionnelles en pleine France. Tout ça pour dire que et Macron et Trudeau, qui sont un peu quand même des frères jumeaux là, en termes idéologiques, le président français et le premier ministre canadien, semblent de plus en plus déconnectés de la réalité que vivent leurs D'ailleurs, propres peuples. Dans les sondages, Macron tombe d'une façon assez spectaculaire. Et Trudeau aussi, également. Et Trudeau également. Donc, et d'ailleurs, ce sont vraiment les deux phares, c'est-à-dire les deux personnes phares, je dirais, de la géopolitique en Occident sur les thèmes du mondialisme. Hein? Voilà. Parce qu'à part ça, aux États-Unis, Trump, il est quand même dans des formes de contradiction là-dessus. L'Europe de l'Est est complètement passée du côté défense des intérêts nationaux. Grande contestation en Italie, grande contestation en Allemagne, le Brexit au Royaume-Uni. Tu parles d'Allemagne, c'est intéressant parce que on ne parle plus du tout d'Angela Merkel. Non, elle a perdu tout. Elle a perdu toute crédibilité. Et à noter que l'Allemagne ne faisait pas partie des pays qui ont participé à la frappe. Ah ben non. Non, oui, c'est vrai. Très intéressant. Oui, mais bon, il y a toujours des réticences de l'Allemagne de participer à des opérations militaires. En Irak, ils sont allés. Oui, mais c'était assez limité. Oui. C'était assez limité. Écoute, Richard, peut-être juste avant de terminer, je voulais présenter brièvement deux livres. Oui, vas-y. Simon-Pierre Savard-Tremblay vient de sortir « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange ». Alors, c'est une critique du libre-échangisme et de l'idéologie qui fait qu'on semble accepter systématiquement l'ensemble des traités de libre-échange qui réduisent la souveraineté des États. Donc, que je n'ai pas lu puisque le lancement était hier. Bref, un petit livre chez VLB Éditeur, peut-être. Oui, c'est plus une plaquette qu'un livre. Oui, c'est plus une plaquette qu'un livre. Peut-être intéressant pour les gens qui s'intéressent à la question, donc un essai québécois. Et puis, Jérôme Blanchet-Gravel, La face cachée du multiculturalisme, La face cachée du multiculturalisme, aux éditions du CERF, donc il est sorti en France, où il dénonce en fait le multiculturalisme comme une espèce d'utopie orientaliste qui chercherait à régénérer l'Occident en allant chercher finalement les sources d'une reconquête spirituelle vers l'Est, dans l'Orient, en fait. Ouf. Et une espèce de néo-orientalisme, c'est un peu ce qu'il affirme. Et il oppose finalement la gauche multiculturaliste à une gauche plus laïque et républicaine. Donc c'est une réflexion assez intéressante. Et il y a un beau passage sur Hobbes, où il affirme... Le philosophe Hobbes. Le philosophe Hobbes, où il affirme que finalement, Hobbes serait probablement fortement opposé au multiculturalisme, parce que ce serait un ferment un peu de la guerre civile et de la lutte des communautés entre elles. Donc, un livre intéressant à lire et qui répond un peu aux thèses de Mathieu Bock-Côté sur le multiculturalisme comme religion politique. C'est un peu une thèse qui prend le contre-pied de celle de Mathieu Bock-Côté. Donc, à lire, Jérôme Blanchet-Gravel, La face cachée du multiculturalisme aux éditions du CERF. Voilà. Ben, écoute, Alexandre, ça a été un plaisir. Un plaisir, comme toujours. Okay. Et puis, on espère qu'on a su vous intéresser. Et on vous rappelle que c'était l'édition du mercredi 18 avril 2018. Et on vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne soirée à tous.